des adaptations de jeux, enfin plutôt de bande dessinée en jeux vidéo, hein, puisque comme vous le savez, la bande dessinée est antérieure aux jeux vidéo. Les adaptations le sont souvent ou sont souvent à l'origine, en tout cas au démarrage, le fait de gens qui sont aussi des lecteurs de bande dessinée. Donc je pense que c'est au moins pour ces raisons-là, enfin quelques-unes de ces raisons, que la bande dessinée a trouvé à être adaptée en jeu vidéo. Après, je pense aussi que bon, il y a des conditions aussi des relations plutôt entre le lecteur et la bande dessinée et le joueur et le jeu vidéo qui reposent sur des pratiques qui peuvent être voisines. Il y a une forme d'interaction dans la lecture, alors qui est vraie pour toute la lecture. Alors c'est une interaction limitée, hein, je vous l'accorde, mais il y a quand même une dimension d'interaction avec le livre. On peut aller en avant, en arrière, faire une pause sur une image, etc. Qui favorise aussi peut-être le passage de l'un à l'autre. Après, il y a aussi beaucoup de différences qui font que peut-être qu'on pouvait penser que c'était pas aussi naturel que ça de passer de la bande dessinée au jeu vidéo. Et le fait est que ça s'est quand même fait. Je pense aussi, pour terminer, que la bande dessinée est un formidable réservoir en fait d'histoire d'images, et que donc on puise, on le voit bien d'ailleurs aussi avec le cinéma, que ce soit le cinéma d'animation, de prise de vue réelle, etc. Le succès de grandes marques, de grands standards de la bande dessinée adaptée au cinéma et qui connaissent des succès considérables, planétaires. Cette niche, ce réservoir de scénarios, je pense, a aussi compté dans le passage de la bande dessinée vers le jeu vidéo, notamment, je pense, à un moment où les jeux étaient un peu limités en termes de capacité, de récit, où les formes étaient relativement simples. Et je pense qu'on a puisé volontairement dans des univers, que ce soit au cinéma ou dans la bande dessinée, afin justement d'enrichir cette dimension narrative qui faisait peut-être un peu défaut au jeu, au moins au démarrage. Bon avis. En fait, pour le Japon, c'est une histoire qui se fait de façon parallèle. C'est-à-dire que le manga s'est développé après-guerre, peu avant le jeu vidéo. Et en fait, il y a vraiment une coproduction quasiment. Donc, dans les premiers Shonen Jump, il y avait une page destinée aux jeux vidéo pour avoir des tips, des trucs de genre. Ils se sont rendus compte que c'est quelque chose qui attirait énormément le public. Et du coup, ils se sont dit, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Et à partir de là, en fait, beaucoup de gros succès de Shonen Jump sont devenus des jeux vidéo, que ce soit Dragon Ball, Hokuto no Ken, Ken le Survivant en français. Et en fait, ce sont les mêmes personnes qui vont travailler dans les deux milieux. C'est-à-dire que Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, va faire du jeu vidéo, il va faire du character design pour plein de jeux vidéo, que ce soit Tobal, ensuite Dragon Quest, Chrono Trigger et Blue Dragon. Donc vraiment, ce sont les mêmes créatifs qui travaillent dans les deux milieux. Ensuite, dès le début, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui était un sujet de société qui se prête bien au manga. Donc dès 1978, il y avait un premier manga sur les joueurs d'arcade. Et donc c'est Game Center Arashi, où c'est un gamin qui veut devenir le meilleur joueur d'arcade. Et donc ça devient une espèce de shonen, où il va s'entraîner pour être le meilleur à manier le joystick, etc., etc. Et ensuite, on va avoir la même chose avec la Famicom, dans le sens où c'est une BD qui s'appelle, je crois que c'est Famicom Rocky. Donc c'est Rocky comme le sportif, sauf que là, c'est pour jouer aux jeux vidéo. Donc vraiment, il y a une interaction entre les deux. Ce qui fait qu'au Japon, la situation est peut-être un peu plus différente parce que finalement, ce sont les mêmes personnes qui travaillent et il y a des relations de collaboration entre les différentes entreprises. Il n'y a pas de compétition ou de rivalité parce que finalement, c'est le même milieu, c'est à peu près le même public et ce sera la même esthétique aussi. Oui, et sur la question de l'adaptation justement d'un jeu vidéo, d'un lore de jeu vidéo, d'un univers de jeu vidéo en BD, en Occident, c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus tard, mais qui se fait de plus en plus, notamment je pense à Ubisoft, etc., comme une manière un peu d'étendre le lore de vie. Oui, c'est-à-dire que dans le jeu vidéo, on n'a pas spécialement besoin d'un récit.
Par contre, dans une bande dessinée, tout passe par la narration, les personnages, le récit. Et donc, ça permet de créer des histoires secondaires, d'approfondir le passé des personnages. Et c'est ce qu'on voit dans toutes les adaptations, par exemple, d'Assassin's Creed ou autres, qui nous permettent de créer un niveau plus profond, on va dire, à cette histoire fictive. Donc, d'apporter des éléments de trame dans la diégèse et donc de construire un univers qui a l'air encore plus profond. Et c'est la même chose avec toutes les bandes dessinées, tous les comics qui sont liés au MMORPG où à chaque fois finalement on va se concentrer sur un personnage et on va avoir du coup tout un arrière-plan. C'est ce qu'ils ont fait avec Overwatch par exemple où chaque personnage avait une espèce de mini-biographie en BD. Jean-Philippe Martin, on vient de parler du coup de pourquoi est-ce que ça a été la bande dessinée quelque chose qui a pu facilement s'adapter, plus ou moins facilement s'adapter en jeu vidéo. Mais historiquement, est-ce que vous savez à peu près quand est-ce qu'on remonte pour un des premiers, parce que bon, on a les années 2000 qui, avec Infogrames, on a eu à peu près toutes les BD, Lucky Luke, les Schtroumpfs, et des résultats plus ou moins audacieux et réussis. Mais quand est-ce que vous dateriez le début de cette association ? Grosso modo, parce que je ne suis pas un spécialiste du jeu vidéo, mais ce que j'ai pu repérer, alors si je mets de côté effectivement le domaine asiatique, dont parlait à l'instant Buntavi, si je regarde l'Occident, donc les premières adaptations, le premier passage de l'univers de la bande dessinée vers le jeu vidéo devrait se situer au milieu des années 80, milieu des années 80, fin des années 80. Là, on a affaire à des jeux assez rudimentaires à l'époque qui recréent un univers, en tout cas il y a une intention d'univers plus qu'un univers à proprement parler. Donc ce que j'avais repéré, il y a Superman qui connaît une adaptation, une transposition des films des premières adaptations cinéma de ces années-là, parce qu'il y en avait d'autres avant évidemment. En France, il y a des choses assez surprenantes, Les Passagers du Vent par exemple, de François Bourgeon, qui va donner lieu. Alors je pense que là, c'est aussi, on est déjà en fait dans la dérivation, la recherche de dériver un produit avec cette adaptation d'une série qui connaît déjà un très gros succès en France, qui se vend pas loin d'1 million d'exemplaires. Chaque exemplaire se vend à peu près 1 million d'exemplaires. Et puis il y a aussi les grandes séries de bandes dessinées qui connaissent déjà une adaptation à peu près dans ces eaux-là, fin des années 80 jusqu'au milieu des années 90. Je pense à Lucky Luke, je pense à Astérix, les Schtroumpfs vont être très rapidement, vont donner lieu à des propositions de jeux. Mais encore une fois, le gameplay, j'espère que je ne me trompe pas de terme, le gameplay est assez simple, il y a une inspiration assez lointaine de l'esthétique de la bande dessinée, c'est-à-dire que la dimension multicadre, alors on va employer par endroits des bulles parce que ça fait bande dessinée, des semblants de bulles, des choses qui ressemblent à des bulles, des paroles qui s'échappent de la bouche des personnages qu'on reconnaît. Lucky Luke par exemple, c'est des pictos, des cubes, où on reconnaît en fait le costume de Lucky Luke, donc les couleurs qui sont les couleurs caractéristiques de son costume nous permettent de l'identifier dans la série. Idem pour les Dalton qui sont qui portent ce pyjama de bagnard et qu'on va reconnaître avec cette caractéristique-là. Et puis les aventures sont assez éloignées au fond parce que la capacité de développer le récit, l'histoire est assez sommaire et donc les récits sont très très éloignés des récits d'origine. Mais bon, en même temps, ça fait le produit dérivé de la bande dessinée. En parlant d'esthétique, justement, maintenant c'est 13, du coup, à l'époque, en 2003, sur lequel avait travaillé Olivier Debat, il y avait le recours au cel shading qui était utilisé. Encore aujourd'hui, c'est une bonne alternative au photoréalisme, à la course au photoréalisme, que d'user d'esthétique du cartoon, Buntavi. Oui, disons que dans le cas du Japon, c'est encore plus flagrant puisque ils essayent toujours de mettre du cel shading. Même aujourd'hui, en fait, la majorité des séries animées sont en 3D. C'est juste que l'esthétique, c'est du cel shading. Et c'est quelque chose qui est lié aussi à leur propre culture, dans le sens où il y a une esthétique qui est spécifique. Et ils ont développé tout un code
toute une grammaire visuelle, notamment pour mettre en scène cette esthétique, avec beaucoup d'animations limitées. Donc c'est extrêmement théâtral, extrêmement caricatural, mais en même temps, ça se prête beaucoup plus à des exagérations qu'on peut retrouver aussi dans le jeu vidéo. Donc c'est pour ça qu'on a les mêmes créatifs dans les deux milieux. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que au début du jeu vidéo au Japon, il y a aussi un truc qui n'existait pas en Occident, dans le sens où ils ont créé un truc qui s'appelle, chez eux, le visual novel, c'est-à-dire comme une espèce de fiction interactive, mais avec des bulles, avec une esthétique manga. Et du coup, ça s'est développé vraiment au Japon. C'est un mix entre le manga interactif, le jeu d'aventure, le jeu de rôle. Et donc aujourd'hui encore, c'est un genre très à la mode. Et par ce biais, on a aussi plein de jeux vidéo, du coup. Donc c'est une hybridation qui est un peu spécifique. Mais de façon générale, je trouve qu'aujourd'hui, on a recours de plus en plus à l'esthétique bande dessinée, tout simplement parce que ça permet à des tas de créateurs indés de passer la barrière du budget, parce que le photoréalisme, c'est extrêmement coûteux, alors qu'on peut créer des choses qui ont un impact visuel et narratif important avec une esthétique différente. Donc que ce soit du comics ou d'autres formes dessinées, finalement, on a cette mise en valeur de la stylisation, en fait. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Puis ça permet, je pense aussi, de faire le lien avec le lecteur de bande dessinée. C'est-à-dire que cette esthétique qu'on va retrouver dans l'adaptation, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sans doute aussi qu'une des motivations du passage enfin je l'ai plus ou moins dit en réalité, mais du jeu, de la bande dessinée vers le jeu, c'est aussi une question commerciale. Et l'idée de capter un lectorat qui est déjà acquis pour la bande dessinée et de le transférer entre guillemets vers le jeu, c'est aussi d'un grand intérêt, puisqu'on peut plus ou moins se garantir l'achat, la vente d'un jeu ou l'utilisation d'un jeu. Et je pense que le choix pour certaines adaptations de se rapprocher le plus possible de l'esthétique, c'est-à-dire une 2D qui s'approcherait du dessin, un multicadre comme on pouvait en voir dans 13 par exemple, où je pense à une autre adaptation qui était assez intéressante, que j'ai oublié, que je trouvais oui, le Blueberry par exemple, qui à peu près à la même époque ou un peu avant 13 avait été adapté, où on jouait les différences de cases, notamment comme dans une bande dessinée où on fait un recadrage, on fait une incrustation, etc. Donc cette recherche d'une proximité, d'un cousinage avec la série ou la bande dessinée dont s'inspire le jeu, je pense aussi est destinée à capter l'attention, l'intérêt de lecteurs qui sont les amateurs des bandes dessinées en question. Alors, je voudrais juste dire quand même que c'est une perception extrêmement commerciale. Et malgré tout, je pense que le jeu vidéo était quelque chose qui était nouveau. Donc il y avait peu de reconnaissance, de prestige. Du coup, pour avoir une espèce de reconnaissance, le jeu vidéo s'est inspiré de codes qui existaient ailleurs. Les premiers jeux vidéo, c'était avant tout des adaptations de cinéma, parce que le cinéma, c'était le médium le plus en vue, le médium le plus prestigieux. Et la bande dessinée, c'est la même chose, c'est quelque chose qui existait avant, donc il y avait une reconnaissance, un prestige social. Et je pense qu'il y a des tas de gens qui font du jeu vidéo parce qu'initialement, ils ne pouvaient pas faire de cinéma, ils ne pouvaient pas faire de bande dessinée, et donc ils se sont emparés d'un médium dans lequel ils pouvaient exceller. Et donc ils ont pris leur amour d'un autre médium pour le mettre dans ce nouveau média. Donc c'est pas juste purement commercial. Il y a aussi cette forme d'attraction, d'admiration et de réputation de chaque support numérique ou papier ou autre. Et je pense que c'est ça aussi qui fait l'intérêt du dialogue entre les différents supports. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Quand je parlais de commercial, c'était une des motivations, une des raisons, mais ça n'était pas évidemment exclusivement celle-ci pour décider de faire de la bande dessinée un jeu vidéo. Et je suis parfaitement d'accord avec ça, d'autant plus. Et il y a beaucoup d'exemples en fait d'auteurs de jeux vidéo. J'en connais un particulièrement qui avait fait date, qui s'appelle l'Opération Teddy Bear. D'Edouard Lussan, qui avait été édité par Index Plus, donc il y a très longtemps, et qui avait été créé par donc Edouard Lussan, qui
au départ, en fait, est un auteur de bande dessinée qui cherchait à vendre une bande dessinée, à placer une bande dessinée dont il avait le projet, qui a fait le tour de toutes les maisons d'édition traditionnelles de bande dessinée, et il s'est fait rincer. Enfin, personne ne voulait de son projet. Et puis, en croisant, enfin, je ne raconte pas toute l'histoire, mais en croisant avec des gens de chez Index Plus, donc qui lançaient la société, il a proposé, ils sont convenus que ça pourrait donner lieu à un projet, mais sous forme numérique. Et c'est un jeu qui a été généré non pas à partir d'une bande dessinée, mais à partir d'un projet de bande dessinée qu'avait l'auteur et qu'il ne pouvait pas développer. Donc là, on parle du fait que c'est parfois un second choix, au moins au début, ou un produit dérivé pour finalement un peu profiter de cette vision commerciale. Comment est-ce qu'on a fait pour dépasser un peu ce genre d'argument et pour donner aux adaptations de BD en jeu vidéo quelque chose, un vrai argument? Quand est-ce que ça a lieu et comment est-ce qu'on a fait? Si vous avez un élément de réponse, bien sûr. Sinon... Alors, je dirais qu'au Japon, la question de quel est le meilleur se pose pas vraiment, parce que dans beaucoup de cas, c'est ce qu'ils appellent un projet média mix. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de CyberConnect, ils voulaient faire du dessin animé. Ils ont fait une série qui s'appelle Hacksign. Et donc, vous avez plein de dérivés, et ça, c'est une histoire de joueurs coincés dans un MMORPG. C'est devenu un dessin animé, mais en même temps, c'était un jeu vidéo qui développait par ailleurs, et c'est devenu une série de mangas, c'est devenu plein de choses. Et donc, le projet, avant tout, c'était, voici le pitch, c'est des joueurs, ils sont coincés dans un MMO, et on fait quelque chose à partir de là. Et c'est une entreprise qui voulait faire du dessin animé, mais qui faisait, leur expertise, c'était dans le jeu vidéo. Donc finalement, pour eux, il n'y a pas de légitimité plus grande. Est-ce que le 9e art est mieux que le 10e art? En fait, ils s'en fichent. L'intérêt, c'est chaque support va développer quelque chose qui lui est propre. Donc dans la BD, on fait surtout du récit parce que c'est ce qu'on fait le mieux. Donc on va faire du récit dans la BD, alors que dans le jeu vidéo, on va faire autre chose. On va faire de l'interactivité, on va faire de l'immersion, on va faire du combat, on va faire autre chose. Et c'est la même chose avec tout plein d'autres séries, c'est-à-dire quand on prend Sword Art Online, même chose, c'est un light novel, enfin une espèce de roman jeunesse. C'est devenu une série télévisée, mais c'est aussi en lien avec le jeu vidéo. Et donc, du coup, à l'intérieur du jeu vidéo, on joue à des personnages qui sont coincés dans un autre jeu vidéo. Donc, c'est une espèce de méta-récit dans le méta-récit. Donc, voilà, il n'y a pas de limitation entre tous ces éléments. Et il y a plein aussi de visual novel, donc du jeu vidéo, où si vous prouvez... Enfin, certains me disent que c'est pas du jeu vidéo, mais bon, c'est quand même... du jeu vidéo pour les Japonais. Et donc, il y a plein de visual novels qui deviennent des dessins animés, qui sont ensuite déclinés en bande dessinée. Donc, comme je le dis, il n'y a pas vraiment de frontières. Si ça marche, ça marche. Et chaque support, chaque créatif va faire ce qu'il sait faire de mieux sur le support qu'il maîtrise le mieux. Quand on en avait discuté en amont, c'est vrai qu'on avait senti qu'il y avait un sujet qui était un peu sous-jacent à tout ça, qui était un certain rapport à la culture, un certain rapport à la BD et aux jeux vidéo qui était assez différent entre si on était au Japon, par exemple, ou comme Buntavi en parle depuis le début, où c'est quelque chose de transmédia finalement, où on pense le média et le support plus ou moins après finalement, et on se dit qu'on va pouvoir aller vers le jeu vidéo, alors que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est un rapport qui est assez différent. Comment est-ce qu'on l'explique, ça ? Alors, je ne sais pas si on peut l'expliquer, mais c'est effectivement la réalité. Si on regarde les deux continents, enfin les deux mondes, asiatique et puis occidental, il y a effectivement cette distinction, ce découplage entre les disciplines qui fait que, oui, on ne pense pas... Alors aujourd'hui, les choses ont vraiment changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde le modèle Ankama, par exemple, où on a cette vision à 360 degrés, où on crée à la fois... Enfin, on est dans le modèle que décrit Buntavi. Mais si on se penche sur la situation antérieure, on retrouve ce découpage, ce cloisonnement même entre les domaines de production. Donc Buntavi parlait tout à l'heure des auteurs de bande dessinée japonais qui sont aussi, ou qui peuvent être aussi, des adaptateurs de leur travail pour le dessin animé, pour le jeu vidéo, etc. En France, si je reste sur le domaine français, c'est relativement rare.
C'est vraiment très récent le fait, par exemple, que des auteurs de bande dessinée soient passés derrière la caméra pour soit faire des adaptations de leur travail, soit faire autre chose qui correspond à ce qu'ils ont envie de faire, mais cette fois-ci sous la forme d'un film. Et c'est la même chose pour le jeu vidéo. Je me demandais d'ailleurs s'il y a peut-être encore moins de cas d'auteurs de bande dessinée qui se sont, à un moment ou à un autre, consacrés à la réalisation d'un jeu vidéo, travail de jeu vidéo. Il y a quelques noms qui, historiquement, je pense à Sokal par exemple, qui a marqué ce passage de l'un à l'autre et de manière très durable. Moebius aussi a regardé du côté du jeu à un moment donné, mais sinon, ce cloisonnement, j'ai pas d'explication à ça, sinon peut-être à revenir à cette question de noblesse ou d'hierarchie plutôt entre les disciplines, aussi au fait que alors en tout cas ici en Occident, mais concevoir, enfin produire dans un domaine, c'est pas, ça suppose une maîtrise, ça suppose un apprentissage, etc. Qui peut-être ne dispose pas à développer dans d'autres disciplines pour lesquelles on n'a pas appris, pour lesquelles on ne sait pas comment ça fonctionne, et puis on n'a pas envie non plus. C'est-à-dire que moi j'ai rencontré un certain nombre d'auteurs de bande dessinée dont le travail a été adapté, que ce soit en jeu vidéo, en film d'animation, en prise de vue réelle, etc. Et qui ne sont pas du tout désireux, enfin une fois qu'ils vendent leurs droits pour qu'on ait une exploitation secondaire, c'est comme ça que ça s'appelle, eh bien, la plupart ne veulent pas savoir. Enfin, la seule préoccupation qui est la leur, c'est pas l'argent. Enfin, ça peut l'être, mais c'est aussi qu'on ne détruise pas ou qu'on ne dénature pas le travail qui a été le leur. Mais sinon, la plupart ne souhaitent pas se mêler entre guillemets de la production. Ils vont de temps à autre exiger ou demander à pouvoir voir des images en cours de développement, aller sur un tournage, etc. Mais sinon, ils abandonnent à ceux qui savent la réalisation de leur travail. Je pense que voilà, peut-être que c'est des explications qui n'en sont pas véritablement. Enfin, en tout cas, j'en ai pas d'autres. Pour le Japon, de toute façon, les gens qui faisaient du manga étaient déconsidérés. Les gens qui faisaient du jeu vidéo, c'était des fous qui voulaient pas avoir la carrière habituelle. Donc dans les deux cas, c'était des arts mineurs. Donc il y a pas cette obsession de la hiérarchie. C'est pas qu'il n'y ait pas de hiérarchie. Il y a des hiérarchies. Le fait est que le manga, comme le jeu vidéo, comme le dessin animé, c'est du divertissement. C'est pas censé être de l'art, et donc tout est permis. Donc à partir de là, ce sont les mêmes types de personnalités finalement qui vont se retrouver dans les deux. Et c'est comme ça aussi qu'on va avoir Shotaro Ishimori, qui est un des gros créateurs du manga après-guerre, qui va faire une adaptation de Zelda. Pourquoi ? Bah pourquoi pas. C'est tout. Ça l'intéressait, peut-être que Nintendo lui a donné plus d'argent que d'habitude, j'en sais rien, mais le fait est que ça l'a pas plus dérangé que ça. C'est paru dans un magazine Nintendo comme un autre, et c'est ensuite devenu une bande dessinée comme une autre. Donc voilà, il n'y a pas de distinction, dans le sens où de toute façon, il y a des arts mineurs dans les deux cas, et de toute façon, ce sont des divertissements avant tout. On parlait aussi du fait que voilà, qu'on soit auteur de BD, généralement c'est un travail qui est assez solitaire. Le fait voilà, d'essayer de communiquer avec des studios où généralement il y a quand même au moins 2 personnes, c'est quelque chose aussi qui peut être compliqué parce que c'est juste un autre rapport à une intrigue, à une histoire et au travail, quoi. C'est effectivement une... Pardon. Non, en fait, je disais que les vrais dessinateurs de bande dessinée étaient contents d'avoir des gens de temps en temps. Et du coup, ils pouvaient travailler avec d'autres et ils n'étaient pas seuls face à leur page. Mais en même temps, très souvent, au bout d'un moment, ils ont envie d'être seuls face à leur page. Donc, le fait d'être adapté ou pas adapté, ça dépend des moments pour eux. C'est plus ou moins intéressant. Puis c'est vrai que l'aventure collective, en fait, c'est, la réalisation collective, c'est un moment où beaucoup prennent la responsabilité. Enfin, on est un certain nombre à prendre la responsabilité pour arriver à un résultat qu'on souhaite atteindre. Un auteur de bande dessinée, un romancier sont devant leur page, ils sont les seuls maîtres à bord, c'est Dieu. Et donc il y a aussi, je pense, des gens qui ont du mal avec cette idée d'avoir quelqu'un qui va leur... Alors effectivement, avoir un retour sur son travail, voir si on est dans la bonne direction, etc. Je pense que c'est très précieux. Et effectivement, beaucoup de créateurs, d'auteurs recherchent cette interaction, mais beaucoup aussi se satisfont d'avoir la totalité de
de la maîtrise de la production, de la création, et de ne pas avoir quelqu'un qui à côté va leur dire oui non mais attends, pour ça il faudrait faire ci. On le voit même dans les relations, par exemple, des relations, si je reste dans le champ de la bande dessinée, entre un auteur et un scénariste. Quand on discute avec l'un ou l'autre, la condition sine qua non clé de la bonne réalisation, c'est la très bonne entente entre les deux, et presque parfois une espèce de symbiose qui fait que l'un, il y a presque plus besoin de se parler pour les vieux couples scénaristes, dessinateurs. Pourquoi ? Parce que chacun a une vision des choses, chacun a son ego et sa vision de la création sur laquelle il travaille. Et ça peut être compliqué parfois de se frotter à d'autres et surtout qu'on vienne vous dire bah non, en fait on va faire comme ça. Tout à l'heure on parlait des difficultés qu'on pouvait avoir à faire une adaptation de BD en jeu vidéo. Est-ce que selon vous c'est plus difficile en ayant cette esthétique-là d'adapter une BD en jeu vidéo que par exemple un roman où là on va avoir le champ libre, ou même par rapport au cinéma qui va se rapprocher un peu plus normalement de ce qu'on voit dans le jeu vidéo, de ta vie? Je crois que c'est avant tout un problème de gameplay. C'est-à-dire qu'on a dans le jeu vidéo des genres, que ce soit, je sais pas moi, jeux de combat, beat'em all et autres. Et donc, il y a des récits qui se prêtent plus ou moins bien à des adaptations. Donc, si on prend le cas de Dragon Ball, les premiers tomes, c'est plutôt des récits d'aventure. Du coup, ça va être aussi... Ok. Donc, du coup, il y a des morceaux de récits qui s'adaptent mieux avec un style de gameplay, alors que par la suite, dans ce qui est adapté dans Dragon Ball Z, c'est surtout une succession de combats, du coup ça se prête beaucoup mieux à des jeux de combat. Et c'est la même chose avec tout plein de séries. Donc dans le cas des romans ou autres, c'est la même chose, c'est selon le type de récit, on va avoir des genres qui s'y prêtent plus ou moins bien. Mais c'est la même chose en inverse, c'est-à-dire que quand on regarde les premières adaptations de films en jeu vidéo, on se rend compte qu'initialement, c'est totalement découplé. Donc on a, par exemple, une adaptation de Alien. En réalité, c'est la même chose que Pac-Man, sauf que au lieu d'avoir des fantômes, on a des aliens. Voilà quoi. Donc c'est juste qu'à un moment, initialement, c'était totalement découplé. Et maintenant qu'on a plus de ressources, on a plus de machines puissantes, on peut faire des choses différentes. Mais il y a toujours le problème du gameplay et des genres qui existent dans chaque support. Parce que je vous en ai déjà parlé, mais je me rappelle d'un jeu Schtroumpf où c'était un Mario Kart-like, ça s'appelait Turbo Schtroumpf sur PlayStation, et où là du coup c'était l'exemple type du produit dérivé où on se dit bon, qu'est-ce qui fonctionne en ce moment, c'est les jeux de course de cartes, et bon, j'ai cette licence sous les mains, hop, ça sera Turbo Schtroumpf. Ça, c'est quelque chose qu'on voit. Il va y avoir un nouveau jeu de cartes Schtroumpf, je crois, qui est sorti même à la fin de l'année dernière. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve de moins en moins. On essaye plutôt de coller, du coup, à des aventures pour Tatin ou ce genre de choses. Est-ce qu'on n'a pas vu une évolution, justement, de la vision qu'on a de l'adaptation de la BD en jeu vidéo? Comme le disait à l'instant Buntavi, c'est-à-dire que plus la capacité, je ne sais pas si on m'entend bien, là, oui. Si la capacité à construire des univers complexes, à développer des séquences, toutes les cinématiques que l'on peut voir aujourd'hui dans les jeux vidéo, c'est enrichi avec le temps, et plus les bandes dessinées adaptées, si je reste sur le domaine de la bande dessinée, mais ça vaut à mon sens aussi pour le cinéma, d'ailleurs ça vaut peut-être plus pour le cinéma au fond, ont tendance à être une espèce de copie ou un décalque de la source. Bon, après avec des variations évidemment pour que pour que le joueur puisse s'immerger dans le récit, puisse s'immerger dans le jeu. On va inventer évidemment des situations nouvelles, mais fondamentalement le jeu produit est un jeu qui va s'inspirer. Parfois on a des déclinaisons, on a des séries de jeux. Je pense à toutes les adaptations, par exemple, de Batman, de Superman, etc.,
que je connais un petit peu, qui sont en fait inspirés de chacune, ou chaque adaptation, ou chaque tournage, chaque film va donner lieu donc à un jeu spécifique qui va encore une fois être soit une extension de celui-ci, soit un prolongement, soit une copie avec des modifications internes. J'ai perdu le début de la question. Donc c'est pas grave, ça rejoint. Vous t'avez oui, je pense aussi qu'il y a un problème de maturité de chaque support. Donc dans le cas du jeu vidéo, il a fallu attendre assez longtemps pour faire un truc qui ressemble à Red Dead Redemption 2. Donc du coup, on ne peut pas reprocher aux premières adaptations d'être mauvaises, tout simplement parce qu'on n'avait pas le matériel, on n'avait pas finalement une culture vidéoludique suffisante pour créer quelque chose qui soit aussi perfectionné, aussi complexe. Alors que la bande dessinée existait depuis plus longtemps, donc la maturité était déjà là. Donc c'est pour ça aussi qu'on a ce décalage entre les deux. Donc je suis pas sûre qu'on puisse reprocher à l'un ou à l'autre d'être incomplet. C'est juste que ce sont des supports différents et que chacun a une chronologie, une histoire différente. Du coup, il n'y a pas toujours quelque chose qui soit parallèle, quoi. Et ces dernières années ont été assez prolifiques et continueront certainement à l'être. Je pense à Black Sad, au Nouveau 13 par Microids, les Schtroumpfs aussi, et le futur Tintin. Comment vous voyez un peu le futur des adaptations, du coup? on fait un peu de Madame Irma, là, mais... C'est très difficile, c'est très difficile de se projeter. Et en plus, je suis peut-être le moins bien placé pour répondre à la question, puisque je suis très très peu en fait l'actualité. C'est-à-dire que moi, j'ai une vue assez rétrospective sur les choses, parce que c'est mon activité, et y compris sur ces questions de relation entre la bande dessinée et d'autres domaines, que ce soit le jeu ou autre. Donc, j'analyse les phénomènes, mais après coup, et je suis assez peu dans la prospective. Donc je pense que, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement de plus en plus d'adaptations, mais ça c'est le fait en fait c'est lié notamment au fait que les sociétés de production achètent systématiquement, sans parfois d'ailleurs les développer, les licences pour les droits pour de bandes dessinées, que ce soit d'ailleurs aussi pour la télé, pour l'animation, le cinéma, etc. Donc ce qui peut et puis le jeu vidéo, ce qui peut expliquer, parce que du coup il y a plus de licences, il y a plus d'achats, etc. Et donc sur le lot, il y en a quand même qui se font, et donc ce qui peut expliquer que sur la masse de ce qui est acheté, et contrairement à ce qu'on pouvait connaître il y a 10 ou 15 ans, où finalement les achats de droits étaient, en Occident en tout cas, étaient relativement peu importants pour des adaptations en dehors des grandes séries, des grands classiques, ou des choses qui fonctionnaient beaucoup. C'est-à-dire que le succès a tiré évidemment les productions vers d'autres domaines. Moi, je vois pas de raison pour que les choses s'inversent. C'est-à-dire qu'on va continuer à produire des adaptations de jeux, ou de bande dessinée, s'inspirer de plus en plus de la bande dessinée, avec un déploiement peut-être plus important sur des supports en dehors des consoles et jeux, des supports classiques, j'allais dire, et beaucoup sur les réseaux, etc. On le voit bien d'ailleurs, hein, l'interaction assez importante entre les réseaux et puis et même l'incidence que ça peut avoir sur des choix d'adaptation. Et puis au-delà, je pense aussi à un lien beaucoup plus étroit, précisément par le biais des réseaux, entre les auteurs de bande dessinée et puis, je les vois beaucoup plus, et de plus en plus d'ailleurs, dans une démarche, une pratique dans la narration, dans le développement de leur travail, qui est en prise directe ou en lien avec des pratiques vidéoludiques, c'est-à-dire une écriture inspirée par qui est leur pratique aussi, leur relation avec l'œuvre aujourd'hui, elle s'entend, et puis avec le lecteur, le public, elle s'entend via les réseaux sociaux notamment, et donc c'est assez naturellement que on se tourne vers ce domaine et qu'on crée dans une espèce de dimension un peu plus immédiate. En fait, les produits qui en sortent sont tout à la fois inspirés de la bande dessinée, ont des modalités de lecture qui s'apparentent à la bande dessinée, procèdent du dessin, mais sont aussi dans une dimension de relation avec le lecteur.
assez proche de ce que propose le jeu vidéo. Donc un produit qui, pour l'instant, est pas vraiment défini, où on est à la fois lecteur, acteur, je ne sais pas comment le qualifier, mais... Oui, alors dans le cas du Japon, on va dire, il y a une tendance qui est l'inverse en fait. Initialement, on adaptait le médium qui était le plus prestigieux, donc le cinéma, en jeu vidéo. Donc tout Kojima, en fait, Kojima voulait être réalisateur de films, ça a raté, donc il a fait du jeu vidéo et c'est devenu Metal Gear et autres. Mais aujourd'hui, on a l'inverse, c'est-à-dire que le jeu vidéo est devenu le médium le plus prestigieux, qui vraiment fédère le plus de public. Et du coup, tous les autres supports ont tendance à imiter le jeu vidéo. Donc on va retrouver des éléments qui rappellent le médium jeu vidéo dans le manga. Donc par exemple, quand on prend des récits comme All You Need Is Kill, vous avez un personnage qui est malheureusement immortel, et donc il meurt, et à chaque fois qu'il meurt, il respawn, comme dans un jeu vidéo. Et donc son problème, c'est comment sortir de ce cycle. Et c'est la même chose dans Ajin, où c'est la même chose, c'est quelqu'un qui est immortel, et comment se débarrasser de ces immortels, et le principal antagoniste, en fait, dans le dessin animé, on l'appelle The Player. Donc tout cet imaginaire jeu vidéo, on va le retrouver dans le manga, aussi à travers toutes ces histoires de personnages prisonniers de MMORPG. Vous avez une multitude de séries dans tous les sens. Donc on reprend tous les codes du genre RPG dans le jeu vidéo, mais on le transpose dans un autre médium. Et enfin, on a aussi tout plein d'éléments d'hybridation, dans le sens où le jeu vidéo aujourd'hui continue à avoir une esthétique manga, quand bien même, en fait, on n'a plus besoin de ça. Mais du coup, c'est une espèce de clin d'œil, d'hommage, de perpétuation d'un art presque révolu. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas seulement dans le manga, on le trouve aussi dans le jeu vidéo occidental. Donc quand vous avez une série, enfin un jeu comme What Remains of Edith Finch, à l'intérieur, vous avez tout un récit d'un personnage qui se passe dans un comics. Et donc vous passez de case en case, et le récit, en fait, c'est le comics, mais remis en scène de façon différente parce que c'est un jeu vidéo. Et donc ce type d'hybridation, je pense qu'on va l'avoir de plus en plus. Et on a ce type de clin d'œil dans tout plein de jeux qui n'ont aucun rapport avec le jeu vidéo. Donc c'était Wolfenstein, pour les éléments supplémentaires, en fait, il y avait toutes des fausses pages de BD pour présenter les nouveaux personnages et autres. Et vous le trouvez aussi dans, je sais pas moi, les Call of. On a cette esthétique BD qui revient parce que finalement, c'est devenu désuet, ça donne un cachet qui manque peut-être aux jeux vidéo, tout simplement parce que c'est le souvenir d'un truc concret, matériel, qui n'existe pas dans le jeu vidéo. Merci à vous deux pour cette discussion super intéressante. Maintenant, on va prendre des questions si vous en avez. S'il y en a il y a un micro qui va circuler au besoin. Ouais, il a été question à un moment de l'écart de maturité entre BD et jeux vidéo. Et ça m'a fait me demander qu'est-ce qui définit la maturité d'un médium, en fait. Il y avait Red Dead Redemption qui était cité en exemple, comme... Enfin, voilà. J'ai compris ça comme le fait qu'on aurait atteint la maturité du jeu vidéo que récemment, en fait. Mais comment savoir si, je sais pas, dans l'avenir, le jeu vidéo sera encore révolutionné et plus tard, Red Dead Redemption pourrait être qualifié d'immature. Enfin, bon, peu importe ce que ça veut dire, je sais pas. Et voilà, donc qu'est-ce qui définit la maturité d'un médium? Est-ce que c'est la technique? Et à ce moment-là, je sais pas, est-ce qu'on peut dire que le cinéma était immature avant d'avoir le son et la couleur ou quoi? Voilà. Le truc, c'est quand on examine les trucs de théorie des médias, donc que ce soit Marshall McLuhan ou Philippe Marion dans le domaine français, il y a une idée de cycle. C'est-à-dire que chaque support naît initialement comme un support technique. Et après coup, il y a une deuxième naissance qui est une naissance institutionnelle. Dans le cas du cinéma, initialement, c'était juste projeter des images quelque part. On peut les projeter de plein de façons. On a plein de façons de faire du cinéma initialement. Mais techniquement, ça ne s'appelait pas du cinéma. Ce qu'on appelle aujourd'hui le cinéma, c'est du montage,
des images fixes, mais qui défeuillent suffisamment vite pour qu'on ait l'impression qu'il y ait de la vie. Et donc, c'est une institution du cinéma. Donc ça, c'est la théorie de Philippe Marion. Et pour Marshall McLuhan, en fait, ce cycle, vous l'avez sur tous les médiums. C'est-à-dire qu'on a un cycle de l'écrit, on a un cycle de l'imprimé, on a un cycle de la radio, on a un cycle de la télévision et autres. Et donc, quand un nouveau support surgit, les autres ne disparaissent pas. On les retrouve sous une autre forme. Et donc, il y a cette espèce de cycle continu. Dans le cas du jeu vidéo, il me semble qu'on est en train d'atteindre une forme de maturité parce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo est capable de prendre en son sein l'intégralité de ce qui s'est fait auparavant. Et donc, en cela, il est mature parce que finalement, on peut faire maintenant dans le jeu vidéo des choses qu'on ne peut pas faire avec les autres médiums tout seul. On peut faire des choses avec le cinéma qu'on ne pouvait pas faire avec juste du son d'un côté, le roman de l'autre. Donc à chaque fois qu'un médium atteint un niveau dans lequel on a quelque chose qui peut être fait uniquement dans ce support-là, on a, à mon sens, et dans le sens de Marion et autres, ce qu'on appelle une espèce de maturité, de médiagénie. Mettez le mot que vous voulez, mais c'est cette idée de là on a atteint un certain stade. Et donc peut-être que dans un prochain nouveau support, qui sera autre chose que le jeu vidéo, on aura aussi cette tendance où au début on va s'approprier des bouts de chaque élément qui existe déjà, de chaque possibilité de communication. Et au bout d'un moment, en fait, on va créer quelque chose qui peut être fait uniquement dans ce médium-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, c'est cool, merci. Juste pour ajouter, j'aurais pas dit mieux, hein, c'est parfait ce que vient de dire Bountavi. Je pense qu'effectivement, la maturité, elle arrive au moment où le médium donné est en capacité, en fait, tu parlais d'absorber, enfin de contenir, de dire le monde au fond. Et pour la bande dessinée, peut-être que le moment où celle-ci atteint sa maturité, c'est peut-être le jour où elle est capable de raconter un camp de concentration avec Maus de Spiegelman, par exemple, où là on se dit que effectivement, comme ça a pu être le cas évidemment auparavant avec le cinéma, on a atteint une certaine forme de maturité du média ou du médium qui peut de fait exprimé dans des diversités de styles assez larges. Je ne sais pas si vous avez vu le prix remporté cette année, le Grand Prix, le prix du meilleur album qui a été décerné à Angoulême, le livre qui a été décerné au Suisse Martin Panchaud, dont le récit en fait est une suite de repères, de ronds, de cercles identifiant des personnages avec. Donc c'est ce que j'appelle là, enfin ce qui signe pour moi la diversité la grande diversité des bandes dessinées, donc cette capacité à pouvoir raconter avec des signes, des symboles aussi lointains ou éloignés qu'ils peuvent l'être de Lucky Luke par exemple, et de la représentation dont je parlais tout à l'heure. Et de pouvoir donc aborder des thématiques, des sujets qui longtemps ont été refusés à la bande dessinée. Il y avait une loi qui d'ailleurs est toujours en vigueur sur les publications destinées à la jeunesse qui interdisait d'aborder des questions sociétales, de parler de la politique, etc. Or aujourd'hui, on a même développé une bande dessinée qu'on appelle, ça mériterait un autre débat, mais bande dessinée du réel, où on décrit le quotidien, on raconte notre intimité, on a une approche scientifique de certains domaines, enfin on peut approcher certains domaines scientifiques avec la bande dessinée. Donc moi je situe effectivement la maturité dans ces possibilités-là. Une autre question peut-être ? Juste devant. Oui, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Je trouvais votre propos hyper intéressant parce que je trouve qu'à tort, on essaie trop souvent de nous faire croire qu'une culture remplace une autre, et puis que là, ce que vous venez de dire confirme qu'elles coexistent, et puis que du coup, il y a une richesse transversale qui est absolument incroyable. Donc, vous prêchez un convaincu, mais je suis content de vous l'entendre dire. Et j'ai une question qui est un petit peu annexe, et peut-être je ne suis pas sûr que vous pouvez répondre, mais moi, je viens de Suisse, et on a entendu parler ici en France du pass culture, je crois que ça s'appelle comme ça, et on a eu des reportages en Suisse qui nous montraient que les jeunes en France utilisaient ce pass pour acheter que des mangas, puis alors c'était annoncé comme regardez la fin de la culture. Pas toujours, on a eu aussi certains reportages qui montraient que c'est génial en fait, qu'il y a cette culture qui est accessible. Et la question c'est de savoir, est-ce que vous savez quelle est la place des jeux vidéo qui est occupée dans ce pass par rapport justement à la bande dessinée et au manga, pour illustrer cette
multiverse entre cultures. Alors je me trompe peut-être, mais le jeu vidéo n'est pas inclus dans le pass Ah, culture. ok, alors merci. D'accord. Donc comme ça, voilà. Ouais, c'est réglé, merci. Il y a les mangas et les jeux vidéo, ils sont encore en dessous. C'est encore en dessous. C'est pas la culture, voilà. C'est plus vrai. Absolument. Non. Donc Excellent. après des efforts institutionnels, il y a eu des accords, me semble-t-il, et il faudrait que je demande à mon fils parce que je pense qu'il a acheté des jeux vidéo avec son pass culture. Mais par exemple, il y a eu des accords et donc depuis 1 an ou 2, on peut utiliser le pass culture pour prendre des jeux vidéo. Tous les jeux. Et sur Steam, sur. Je GOG, crois qu'il y a une histoire de pass, il y a eu des accords avec l'État et il y en a 2. Oui, bonjour, je suis connectée à Internet, j'ai la réponse sous les yeux. En fait, apparemment, il y a différentes sortes de pass culture, c'est-à-dire qu'il y a 300 € d'événements culturels, 300 € pour l'achat-location de biens culturels. Donc là, on parle de culture légitime, hein, tout ce qui est livres, cinéma, voilà. Mais également 100 € de biens numériques, donc c'est pas la même somme, ce qui inclut la musique en streaming, vidéo à la demande, presse en ligne, jeux vidéo en ligne. Les jeux vidéo sont mentionnés ici, et après on ne les retrouve plus, donc je sais pas exactement. Voilà. Une enquête devrait être. Le Game Pass Incroyable. accessible avec le Pass Culture. Vous l'avez entendu en premier ici, c'est une news Spawn. Voilà. Ça mériterait une petite enquête, ça. Super. Une dernière question, peut-être ? Si c'est bon, c'est très bien. Merci Jean-Philippe, merci Muntavi, c'était très intéressant. Merci à vous d'avoir suivi. Ah, peut-être une dernière question ? Une question. Ah, une dernière question. Bah. Une main s'est levée. Non, pas du tout. Ok, je finis mes remerciements. Merci à vous, du coup, d'avoir suivi cette table ronde. On se retrouve, du coup, dans 10 minutes pour explorer un peu ce que sera l'e-sport de demain.